Donc, pour les besoins de l'enregistrement, je vous demande de créer une fonction qui s'appelle func-mf qui va retourner bonjour monsieur si la lettre passe en paramètre M et bonjour madame si la lettre est F. Pour tous les autres cas, on retourne entrée invalide et là, on utilise la structure du case variable when, structure qui est bien illustrée ici. Donc, case, variable qui va être votre paramètre, when, valeur, then, et le else. Alors, si on regarde la fonction, donc là, je suis parti avec mon nom de fonction. Donc, create or replace fonction mâle-femelle. P-genre, que j'ai défini comme un char parce qu'il y avait seulement un caractère. Return un varchar 2. Et là, lui, il n'était pas nécessaire ici. Je l'ai laissé de la fonction précédente. Ce que j'ai besoin, c'est un begin. Le case sur quelle variable il va être basé, donc sur le paramètre qui est reçu. When F, then return femelle, bonjour madame. When M, then return bonjour monsieur. Else, return entrée invalide. Et ici, on fait nos tests. Donc, j'ai quelque chose d'invalide. Ça me retourne entrée invalide. F, bonjour madame. M, bonjour monsieur. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas bien compris la différence entre les case value et les case when test? Et on peut toujours transformer un case value en case when test. Parce qu'on fait un when paramètre avec le test qu'on en fait. Et on va vous copier la solution. Et ça ici, on n'en a pas besoin. Je vais l'enlever de la solution finale. Ça ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les cases? C'est clair? On tombe avec des boucles. Monsieur? Oui, Priscille, je t'écoute. En fait, si on a affaire avec des caractères, est-ce que si on le déclare varchar, ça va pas fonctionner? Ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. C'était pas
obligatoire. Je vous ai dit, dans les 4 types que vous devez maîtriser, on avait date, varchar, number, bool. Mais char est disponible, puis si on sait que c'est un caractère, on peut le mettre en char. Donc, on vient avec nos boucles. Bon, la boucle for, on a ici, puis là, vous voyez que la syntaxe est très différente de ce que vous avez vu en Java, mais le principe est exactement le même. For in, on a de 0 à 9. Loop, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire un petit test et de faire votre premier dans un bloc anonyme. Ici. Puis on va voir. N'oubliez pas de vous partir votre DBMS Spotline si vous voulez voir la réponse ici en bas. Et on exécute. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas particulièrement complexe. Vous devez comprendre qu'on débute la boucle for avec un for et on lui signale que c'est une boucle. Et on termine avec end loop. C'est le seul défi qu'il y a dans la boucle for. On va être capable de faire ça aussi sur des enregistrements d'une table. Ça, c'est vraiment le fun. C'est ce qui s'en vient. Donc, begin, pour, ça, c'est la déclaration d'un curseur implicite. Un curseur, c'est un mot compliqué qui veut en fait dire un pointeur sur un énoncé SQL exécuté, donc vers le résultat de l'énoncé. Donc, pour le curseur qui est défini par select étoile from DEPT, le curseur ici va contenir tout l'enregistrement ou la rangée, si vous voulez, et pour l'afficher, je vais faire un DBMS Spotline, département, concaténation, département du numéro. Avec l'exemple qui est là, je vais vous demander de faire apparaître les employés. Puis là, je sais très bien que vous êtes capable de le faire avec un select, là, mais je veux vous faire travailler avec le premier curseur que vous allez déclarer. Puis la définition du curseur est ici, entre parenthèses. Ça, c'est mon curseur. Puis étant donné que j'ai mis select étoile, c'est toutes les colonnes. Donc là, je vous demande de faire la même chose, identique, avec les employés. Naturellement, vous allez me nommer ça cure EMP. Puis ça va être select étoile from M. Et là, je vous demande d'appeler les bons champs, soit le numéro de l'employé en premier et son nom en second. Alors, je vous donne 5 minutes pour faire ça. Pas particulièrement complexe. Et ça va être parce que la syntaxe d'EPL est légèrement différente de ce que vous avez eu à travailler auparavant. Il faut le faire dans un bloc anonyme. Moi, je vais le faire en modifiant ça.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai fait ici dans l'exemple? Monsieur? Oui. Je me souviens plus de comment on faisait pour faire apparaître le DBMS output. Ici en bas, tu t'en vas dans Affichage DBMS Output. Ah, c'est écrit. Et un coup que tu as fait ça, tu fais un petit plus ici et tu l'attaches à ta session avec laquelle tu es après travailler. Dans le cas nous, VM Scott. Est-ce que ça répond à ta question, Priscille? Oui, merci. Ça m'a fait plaisir. En fait, je trouve pas de DBMS output dans affichage. En français, c'est sorti SGBD. En Ah, français, voilà. c'est sorti Merci. RGBD? Oui, Ok, merci. ça me fait plaisir, Priscille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'exercice ou qui ont besoin de plus de temps pour le compléter? Qui ne dit mot consent. Alors donc, on a été capable de faire notre premier curseur. Il est implicite ici parce qu'on va apprendre plus tard, on peut déclarer un curseur comme une variable. Dans ce cas-là, c'est un curseur explicite. Et ici, il est statique. Il n'y a aucune variable dans l'énoncé du curseur. Et le curseur, lui, c'est le pointeur sur nos résultats parce que ça va s'exécuter. Et après ça, on va être capable de l'utiliser. Le for va nous faire une itération sur les rangées. Donc, qu'est-ce qu'un curseur? Un curseur, c'est une zone mémoire. Vous pouvez penser comme un pointeur que Oracle va utiliser pour lancer la requête SQL. Et après ça, ça va pointer sur le premier résultat. Et on va être capable d'itérer au travers la liste des résultats. Et on a un curseur implicite lorsqu'il est fait par Oracle pour un énoncé SQL ou explicite, on va le gérer nous-mêmes. On va le déclarer, puis après ça, on va nous-mêmes itérer sur le curseur avec un fetch. Qu'est-ce que ça a l'air, ce type de curseur-là? Eh bien ça, ici, c'est un curseur explicite. Je l'ai déclaré. Donc, moi, je vais vous demander de juste modifier ce qu'on a fait pour en faire un curseur explicite. Puis ça, j'aime pas ça. J'aimerais mieux qu'il y ait un nom plus intelligent. Et le record ici, je ne l'aime pas. C'est un nom générique. Voilà. Donc là, transformer. Monsieur? Oui, Priscille, vas-y. Dans les déclare au niveau de where, c'est where EMPNO ou bien where Non, DEPNO, c'est les employés du département 20. Ah, ok, ok. Donc, on va juste rajouter ça. On va réécrire notre petit bloc ici. Donc, au lieu de commencer avec un begin, declare. Et c'est un curseur sur les employés. On peut faire un petit copier-coller.
Alors, en haut, j'ai ma déclaration. Là, je peux itérer si je déclare mon record. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va y aller tranquillement. Premièrement, je déclare mon curseur. Le curseur, c'est un énoncé SQL qui va retourner des rangées. Merci, Khalil. Alors, j'ai mon curseur qui est déclaré. Un coup que mon curseur est déclaré, je vais être capable de me servir de curemp comme étant un raccourci sur l'énoncé qui est ici. Donc, for, ça prend quelque chose pour garder ma variable de la boucle for. Et ça, j'ai déclaré un record d'employés du curseur. Donc, le résultat, chaque rangée du curseur va être retourné dans recemp. Et là, après ça, je fais la même chose, recemp.employeeNumber et recemp.ename. Donc, la petite clé ici, c'est que le contenu du curseur est toujours retourné dans la partie gauche ici, qu'on déclare comme un record. Oui, Christian, c'est une bonne question. Un record, tu peux le déclarer, c'est une variable qui contient plusieurs attributs. Donc, si on regarde ici, c'est un record, point, attribut. On a appris qu'on pouvait se servir d'un record ou les dénominer par un declare qui aurait l'air de record employé, espace, EMP%, rotate. Et après avoir fait ça, je vais être capable de faire rec underscore emp.ename, par exemple. Donc, un record, c'est une variable qui est déclarée et qui a plusieurs propriétés. Puis habituellement, ça l'émule une rangée comme on a ici. Donc, recemp, c'est une variable. J'aurais pu la déclarer comme ça. Là. Il n'y aurait rien eu d'illégal. Mais en le faisant comme ça, recemp devient automatiquement égal à la déclaration du curseur. Le curseur, c'est un énoncé select, c'est les résultats. Donc, curseur, résultat, record, variable pour mettre le résultat dedans pour être capable de l'imprimer. Est-ce que ça a répondu à ta question, Christian? Donc, on répète, un record, c'est une variable à plusieurs attributs. Un curseur, c'est un énoncé select et ça va générer un pointeur sur les résultats et avec une boucle for, on va faire dedans une itération. C'était une très bonne question, Christian. Et là, tout d'un coup, on va avoir un curseur. Là, vous comprenez qu'on a eu un curseur explicite. Là. Je vais même vous mettre ça en haut.
Donc, c'est un curseur explicite. Je l'ai mis dans la déclaration. C'est ici qui est explicite. Quand j'étais ici, ça c'est pour me promener, ça c'est un curseur implicite. Vous voyez, pas dans la déclaration. C'est Oracle qui, à la volée, le déclare. On s'en vient ici. Ça, c'est un curseur avec un paramètre. Voyez-vous ici, au lieu de coder en dur le numéro du département, je vais y passer en paramètre. Donc, ce qu'on va faire avec ça, je vous demande de me faire une procédure qui va recevoir en paramètre PDEPNO et qui va m'afficher dans le DBMS Output tout ça. Donc, simplement de prendre ça ici, de le rendre dynamique et d'en faire une procédure. Allons-y. Appelons-la proc affi employé. Donc, si on regarde, ça va aussi me prendre ça dans mon curseur. Comme je l'ai fait là, ce n'était pas obligatoire d'ailleurs. Et là, quand je vais appeler le curseur, je vais y passer. Là, j'ai beaucoup utilisé la même variable, donc je vais faire par exprès ici pour la nommer autrement. On va l'appeler donc, c'est pour le numéro de département du where. Et ça va être plus clair que ce n'est pas la même variable. Et là, j'ai le droit d'aller lui mettre à l'appel après mon curseur. J'explique ici ce que j'ai fait là parce que j'utilise beaucoup de variables. Premièrement, quelle est la raison pour laquelle, selon vous, on mettrait une variable à un curseur?
À quoi ça sert selon vous? Oui, le curseur, effectivement, Christian, serait dynamique. Ça veut dire que la condition de mon where pourrait changer à chaque appel de mon curseur. Par exemple, on fait une deuxième boucle. Donc, ça va me faire une boucle sur tous les employés du département que je vais avoir passé ici en paramètres. Et ici, ça va être le département en paramètres plus 10 avec une seconde boucle. Même curseur. Le curseur, quand on fait un curseur dynamique, il peut être réutilisé. Parce que vous comprenez que j'aurais pu directement mettre le P d'ethno ici, là. On a dit, monsieur, c'est pas nécessaire un curseur dynamique. Je fais un curseur dans lequel je mets une variable, puis je la passe direct, ça va être beau. C'est sûr que si tu l'appelles juste une fois ton curseur, effectivement, tu pourrais coder la variable dedans. Mais c'est une bien meilleure pratique de dire c'est un curseur dynamique et j'y passe la variable au curseur pour venir faire mon where. Ce qui me permet, entre autres ici, d'appeler le même curseur 2 fois sans être obligé de modifier quoi que ce soit. Maintenant, on va l'appeler. Donc, on a une procédure. Comme ça, on va y passer 20. Et là, j'ai les employés du département 20-30. Juste pour être sûr, c'est ça qui s'est fait. On va modifier ici pour aussi afficher le département de l'employé. « 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, puis après ça, les employés 30. Donc, on regarde encore le code pour bien comprendre ce qui s'est passé ici. Mon curseur est comme devenu si vous voulez, une procédure avec un paramètre. Donc, j'ai fait de mon curseur, si on veut, un objet auquel je peux passer un paramètre, un argument. Ça me permet de réutiliser le même curseur pour deux besoins. Et c'est une bien meilleure pratique que de prendre ici le paramètre puis venir l'intégrer là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les curseurs dynamiques? Parce que c'est ça qu'on a fait. Mon curseur maintenant est dynamique. Selon comment je vais l'appeler, il va être réécrit avec le bon numéro à l'intérieur. Les autres boucles que vous connaissez de toute façon relativement bien, je vous les montre
pour que vous compreniez la syntaxe. Donc, on a la boucle loop. Instruction, exit, when, condition. Donc, combien de fois que la loop va être exécutée au minimum? Oui, Adriana, une loop, effectivement, Mohamed. Donc, une structure loop t'assure toujours de faire une fois tes instructions, tandis que le while, qui est la prochaine. While, condition, loop. C'est quoi le minimum? Si la condition est fausse, combien de fois je vais exécuter les instructions? Effectivement, aucun. Donc, on utilise une structure loop si on veut être sûr d'effectuer au moins une fois les instructions. Dans le cas d'un while, on veut utiliser une structure while si on veut absolument faire un test avant d'exécuter l'instruction. OK, ça, c'est un traditionnel. Là, je vous le dis, on fait ce type d'exercice-là pour vous aider à manipuler la syntaxe PL, qui est très différente de la syntaxe Java. Mais comprenez que vous ne ferez jamais ça. Hein? Je ne vous demanderai jamais de faire en PLSQL ce que vous pouvez facilement faire en SQL. Mais là, je vous demande spécifiquement de déclarer un curseur et de faire tout le boulot comme si vous le faisiez dans un programme Java, mais ça va être la dernière fois que je vous fais faire ça. Parce qu'en fait, il y a une règle d'or quand tu fais du PL. Ne jamais faire en PL ce que tu peux faire en SQL. Donc, je sais bien que trouver la moyenne, bon, afficher des employés plus grands que, tu peux faire ça dans un énoncé avec un order by. Là, ce que je vous demande, c'est de le faire avec une procédure. Appelons-la proc affi ça, tiens. Donc, faites un curseur et calculez la moyenne. Quel type de boucle ça va vous prendre de faire ça? Moi, je prendrais un for. Effectivement, pour être capable de naviguer. Puis ça va te prendre deux variables. Une qui va contenir le nom, tu vas itérer puis tu vas incrémenter ta boucle pour arriver au bout puis trouver le total des salaires que tu vas diviser par le total des employés que tu vas avoir compté dans ta boucle for. Après ça, tu vas faire un autre curseur et tu vas y passer le salaire de la moyenne. Donc, tu vas faire where ça est plus grand que la valeur que tu as calculée avant. Puis, on fera un order by à l'intérieur. Donc, allez-y tranquillement. On va avoir deux boucles for, on va avoir deux curseurs. Le premier en haut, c'est un curseur statique. Le deuxième ici, c'est un curseur dynamique. Et on va utiliser l'order by. Allez-y lentement. Monsieur, Oui. pouvez-vous juste, avant, montrer votre procédure dynamique qui prenait les curseurs dynamiques? En fait, j'ai pas vu comment passer les paramètres. Donc, un curseur dynamique, c'est un curseur qui, après sa déclaration, donc ça, c'est un curseur, premièrement, explicite. Explicite, c'est je dis oracle curseur, son nom, son énoncé.
Donc, nous, le curseur qu'on veut faire qui va être dynamique, là, j'étais F-sal, donc FI. OK? Mais ma procédure, elle ne recevra rien. Donc, pas de paramètre. Et ça va être un where salaire qu'on va passer en paramètre à notre curseur. Lui, je n'ai même pas besoin de l'appeler pure salary. C'est beau, il ne sera pas passé. C'est beau. Donc là, ça, c'est mon deuxième curseur qui va recevoir mon paramètre de salaire. Mon premier est assez simple. Lui, il va itérer sur tous les employés. Je vais en donner, je vais appeler.
Oui, Adriana, on l'a fait dans la book 4, la moyenne. Et je comprends bien qu'on n'utilisera plus jamais ça, mais je comprends que c'est un excellent exercice pour manipuler la structure des 4. Alors, et étant donné que c'est une structure des curseurs et des book 4 qu'on utilise régulièrement quand on fait de la programmation PLSQL, je veux que vous soyez à l'aise. Donc, il est 11h moins 5. Je vous laisse 5 minutes de pause. Après ça, on termine avec la correction. Donc, je mets ici la consigne. Alors, bonne petite pause. Je vous reviens dans quelques minutes.
Et rebonjour la gang. Je suis d'accord. En fait, Adriana a amélioré mon code. Adriana a dit pourquoi recalculer la moyenne tout le temps? Et je suis d'accord. En fait, voilà. Merci beaucoup, Adriana, pour ton excellente recommandation. Donc, on regarde. J'ai déclaré 2 curseurs. Le curseur qui va itérer sur les employés pour me permettre de faire le calcul de ma moyenne. Le curseur qui va être dynamique et recevoir le paramètre salaire. Ensuite, c'est les variables dont j'ai besoin. Somme des salaires, somme des employés, moyenne des salaires. Je les initialise à 0, vous remarquez. Et je pars ici. Donc, je débute ma boucle. Pour tous mes employés, je fais la somme des salaires est égale à la somme des salaires plus coalesce. Pourquoi je fais ça ici? Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre que moi qui y avait pensé? À quoi ça sert? Pourquoi j'ai un coalesce là? Pour arrondir. Au cas où il y a les salaires nuls, il n'y a pas de valeur de salaire. Pour éviter qu'il y ait une erreur. Merci. En fait, Priscille et Mathias, vous avez raison. C'est que si j'additionne un nul, qu'est-ce qui va se passer avec ma moyenne des salaires? Hein? Faut vous rappeliez, application web. N'importe quoi plus un nul, ça donne quoi? Un nul. Voilà. Alors, on va juste effectuer le test CQFD. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Si je passe une fois un nul, n'importe quoi, plus nul, moins nul, divisé par nul, comparé à nul, ça donne nul. Alors, on voit pourquoi ici, on avait absolument besoin de traiter le cas du nul. Coalesce. Ça va retourner la première valeur non nulle. Donc, si on regarde ça, si ça est nul, il va retourner 0. Si ça n'est pas nul, ben, il va retourner le salaire. C'est ce qu'on veut. Et le nombre d'employés, il augmente de 1 à chaque tour de la boucle. Je sors de ma boucle for et la moyenne des salaires est égale à la moyenne des salaires divisée par le nombre d'employés. Excusez, la somme. Là, je l'affiche pour être capable de la voir. Ensuite, j'exécute, je boucle dans mon curseur dynamique et j'affiche l'employé, son nom, numéro,
et son salaire, ça va me permettre aussi de voir si mon curseur fonctionne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Et j'avais naturellement aussi le order by, non? Qui était là dans mon curseur. C'est pour ça qu'ils sont affichés en ordre alphabétique. Donc, si on regarde ça aurait été une autre façon de le faire. Choisis la moyenne des salaires into la moyenne et après ça, faire un for. Là, il y avait notre façon de le faire. Il y a aussi celle-là. Je ne sais pas, je veux être sûr qu'on ait ces bonnes tables là, tant qu'à être là. Order by name. Un des avantages de ça, quand tu écris un curseur, c'est que tu n'es pas obligé de repasser dans tout ton code. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ici, c'est un curseur explicite. Je l'ai déclaré, puis je vais même l'ouvrir. Donc, open, fetch, into une variable. Et là, je choisis la moyenne. Et là, je le passe d'une boucle. Et finalement, la bonne réponse, c'est celle-là. Je n'ai besoin que d'un curseur. Alors, réécrivez votre procédure afin d'utiliser SQL. Oui, Ashley, le code du début, là, il est ici. Et de toute façon, on comprend que l'exercice que je vous ai fait faire avec ce code-là, vous ne servirez jamais de ça, à moins de ne pas comprendre du tout comment fonctionne l'engin PL et l'engin SQL. Quand on passe du PL à SQL, ce qui se produit, c'est un changement de contexte dans l'ordinateur, ce n'est pas performant. Alors, tout ce que tu peux faire à SQL, à l'engin Oracle, tu y fais faire. Donc là, je vous demande de réécrire ça, puis probablement de le rentrer dans à peu près 7-8 lignes. Là. 1, 2, 3, go. Donc, c'est le curseur des employés que je vais avoir besoin, right?
Alors ici, j'ai réécrit mon code. J'ai utilisé un Select Into parce qu'on voulait afficher aussi la moyenne. Si je n'avais pas eu à l'afficher, je n'aurais pas eu besoin de faire ce Select Into. Un Select Into, ça revient sur les cours précédents. C'est un Select dans lequel on va mettre le résultat du Select dans une variable. Donc, je fais Select la moyenne des salaires dans L moyenne des salaires. Et je l'imprime ici. DBMS Output, ça me permet de m'assurer que la réponse est bonne. Et après ça, mon curseur, lui, il n'y a plus besoin de paramètres parce que dans mon curseur, il va aller la choisir, la moyenne. Donc, il va m'afficher les employés où le salaire est plus élevé que la moyenne. Et on voit que le code a beaucoup rapetissé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si je vous demande de faire ça en SQL, c'est juste ça qu'on a besoin. Alors, comprenez qu'on fait du PL là, pour les afficher parce qu'on a des besoins particuliers et puis on apprend le PL. Mais habituellement, ce n'est pas le type de travail qu'on fait en PL. On va voir qu'est-ce qu'on fait un peu plus tard en utilisant le PL SQL. Alors, vous comprenez que vous allez avoir tendance à vous retrouver en PL parce que c'est plus confortable. Par contre, ce n'est pas la méthode pour faire le boulot. Alors, comprenez que quand vous faites ça, vous êtes beaucoup moins efficace et la règle d'or dicte toujours ne jamais faire en PL ce que tu peux faire en SQL. Alors, on a ici la BD des commandes et l'exercice. Alors, laissez-moi vous donner ça. Bon, on va prendre Léa. Et je vous dis juste lundi, vous allez recevoir votre TP. Oh non, c'est pas le cours CSC, pardon. C'est le cours BB. C'est le cours 3GB.
Eh bien, voilà. On va regarder ce que ça donne. Vous n'avez pas besoin de faire le modèle ici. Alors voilà, je demeure disponible pour répondre aux questions. C'est ça ici. Monsieur?